Alors déjà, merci d'être sur notre atelier. On va se présenter rapidement. Nous, on est donc l'Esprève Versant Nord-Est. On fait partie du coup du centre hospitalier de Ouascal. Aujourd'hui, on est 4 avec vous. Donc, nos 2 enseignants APA, Charlotte et Pierre. Dit Axel, qui est notre diététicienne, et moi-même, qui suis la coordonnatrice et l'ergothérapeute de l'équipe. Il faut savoir que de base, l'atelier avait été prévu pour être co-animé avec une des ergothérapeutes avec laquelle on travaille en EHPAD, qui a malheureusement pas pu être présente. On a tenu à la rendre présente, donc elle nous a fait des petites capsules vidéo qu'on a intégrées au fur et à mesure de la présentation pour l'enrichir, pour éviter que ce soit trop long. On a du coup divisé un petit peu les vidéos. Donc là, on va essayer de vous montrer déjà la première capsule de présentation. Il faut savoir que c'est un établissement avec lequel on a travaillé et on travaille encore sur la thématique de la contention. Donc l'objectif de l'atelier, c'est vraiment de pouvoir vous parler d'éco-construction des plans de prévention, un peu plus particulièrement sur la thématique de la contention, puisque c'est ce qu'elle va présenter. Après, on va en parler surtout au niveau global. Si vous avez des questions, on va essayer au fur et à mesure, sauf s'il y en a vraiment beaucoup, et dans ces cas-là, on fera peut-être un temps à la fin, mais au fur et à mesure, on peut peut-être commencer à y répondre. Je vous laisse du coup avec la vidéo de Audrey pour sa présentation. Alors moi c'est Audrey Emmerich, je suis ergothérapeute à la résidence Les Fleurs de la Lys à Comines. On est un EHPAD de 220 lits, on est 2 ergothérapeutes. Il y a 8 services dans l'établissement, il y a des services un petit peu de tout. Il y a surtout 2 services de fermé Alzheimer et un service UVPHA nouveau. On a comme rôle au niveau de la résidence en rééducation, en réadaptation. On fait aussi de l'aménagement d'environnement. On intervient à tout ce qui est autonomie au niveau de la résidence. La personne âgée en fait doit être le plus autonome possible et nous on va rééduquer, réadapter et faire en sorte que dans ces activités de la vie quotidienne, elle soit le plus autonome possible. Alors au niveau de la contention, en fait, nous on a comme rôle déjà d'aller chercher le matériel, donc de voir avec les revendeurs qu'est-ce qu'il existe comme matériel au niveau de la contention, que ce soit une contention au lit ou une contention au fauteuil. On est toujours sur la contention physique en tant qu'ergo. La contention au niveau environnemental, en fait, elle est déjà dans l'architecture, donc du coup on n'intervient pas trop là-dessus. Au niveau médicamenteux, on n'en parle pas, c'est les médecins, c'est les infirmières et tout ça. Nous, on va aller avec le groupe de travail choisir qu'est-ce qui serait le mieux au niveau de la contention. On a différentes contentions. Que ça soit au fauteuil, on a des ceintures, on a des tablettes, on a aussi tout ce qui est bretelles et tout ça. Sinon au lit, on a des ceintures de maintien au lit, on a les barrières, on a des lits qui sont adaptés et encore mieux qui peut diminuer le nombre de contentions qu'on peut avoir dans un EHPAD, parce que c'est beaucoup, et ce qu'on essaye de faire en fait, c'est justement limiter les contentions, que ce soit au fauteuil comme au lit. Alors, du coup, les objectifs de l'atelier, c'est déjà de voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par acteur et co-construction de plans de prévention, parce que c'est 2 mots qu'on intègre souvent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a comme levier de co-construction sur nos plans de prévention ? Pourquoi parfois ça ne fonctionne pas ? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place parmi tous les acteurs qui sont dans les plans de prévention, en termes de méthodes, en termes d'outils aussi ?
et aussi que vous puissiez repartir avec, j'espère, quelques idées pratiques qui émanent du témoignage d'Audrey, mais aussi de vos retours d'expérience, et j'espère que vous en aurez à nous partager. Est-ce que tout le monde... Non. Merci. On va faire un petit rappel du coup sur la méthodologie de projet, notamment comment on fonctionne auprès des ESPREV. Donc nous, on intervient après avoir passé un autodiagnostic, qui est la première étape avant nos interventions. Donc ça va permettre de recenser et d'identifier tous les besoins, les choses à prioriser au niveau de toutes les thématiques sur lesquelles on peut intervenir avec l'ESPREV. Ensuite, on va mettre en place un plan d'action qui va du coup définir les actions concrètes, réalistes et mesurables, et ensuite on va pouvoir répartir les rôles de chacun auprès de ce projet de prévention. Et enfin, du coup, les actions, on va passer de la théorie à la pratique, on va pouvoir sensibiliser, informer, et après tout ça, évaluer. Pour l'autodiagnostic de prévention, donc en fait c'est une étape qui est très importante pour nous. C'est déjà 50% du succès, puisque en fait, comme on intervient dans différents EHPAD, chaque EHPAD est différent. On a besoin, nous, de savoir comment chaque EHPAD fonctionne, sur quelles thématiques ils ont besoin justement qu'on soit en support, qu'est-ce qu'on peut les aider, sur quoi on peut les aider, qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place, c'est sur quoi nous on va s'accrocher. On va pouvoir du coup construire le projet ensemble, comprendre leurs besoins, renforcer l'adhésion d'équipe, puisque l'intérêt aussi de l'autodiagnostic, c'est de plus il est rempli avec le plus de personnes possible, donc en équipe pluridisciplinaire, plus il va être riche, et mieux nous on va pouvoir comprendre comment l'EHPAD fonctionne, et on va pouvoir ensuite avoir cet outil comme analyse, et on va pouvoir aussi s'en resservir après nos interventions pour comparer avant et après nos interventions. Pourquoi on fait un plan d'action? Donc ça va permettre de donner une structure claire, de coordonner les actions, de mesurer l'efficacité et de pérenniser les résultats. Quelles sont les étapes du plan d'action? Donc il y a le diagnostic initial. Ensuite, on va pouvoir définir des objectifs, co-construire les actions. Donc avec l'ESPREV et l'établissement, on va construire les actions ensemble. On va ensuite pouvoir mettre en œuvre avec des formations, des sensibilisations, des groupes de travail, et ensuite faire une évaluation. Audrey va donc vous expliquer ce qu'on avait mis en place du coup dans son établissement et ce que, on continue encore à faire avec eux sur la thématique des contentions. Les objectifs du plan de prévention de l'établissement, c'était vraiment de trouver, de faire en sorte en fait d'être bon au niveau de la prévention, au niveau de la contention. La contention qui s'imbrique avec les chutes. Et on a fait de la prévention de chute et on a fait de la contention au même titre que les préventions, les autres préventions. Et là, en fait, on n'était pas vraiment bon au niveau de la contention. On n'était pas bon au niveau de la mise en place, on n'était pas bon au niveau du suivi, on n'avait pas de protocole. Et quand on a fait une auto-évaluation avec EBSREV, qu'on avait connu dans un groupe, c'est le CODIR qui a connu ça, on s'est dit qu'à l'autodiagnostic, en fait, il y avait deux thématiques qui pêchaient, c'était l'hygiène bucco-dentaire et la contention. Et là, en fait, on a vu ensemble, on s'est réunis avec l'EBSREV et on a vu toutes les possibilités qu'on pouvait avoir à les intégrer et à les amener à travailler avec nous. C'était vraiment chouette parce que en fait, on a vu ensemble qu'on pouvait former les équipes, travailler en groupe de travail avec eux et aller même jusqu'à informer les soignants, mais aussi les familles. Et du coup, on a d'abord fait des groupes de travail, on a monté une formation et ils nous ont permis, EBSREV, de nous intégrer dans cette formation avec notre matériel spécifique. Et on avait toute une journée où on travaillait sur vraiment alors la contention
au niveau législatif, au niveau de ce qu'on pouvait en penser, les différentes contentions, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi la contention au sein de notre EHPAD, vraiment la contention spécifique avec les lits, nos lits, on a vu aussi nos fauteuils, on avait nos ceintures et on a fait de la pratique aussi avec leur système de vieillissement qui nous ont prêté et vraiment cette pratique en fait a fait en sorte que tout le monde s'en souvient. Cette formation, en fait, j'en parle encore avec les professionnels et les professionnels, le fait d'avoir pratiqué, s'être mis à la place de la personne dans un fauteuil, dans une contention, en fait, ça c'est un plus parce que là on sait vraiment pourquoi on la met et pourquoi on pourrait faire en sorte de ne pas la mettre. Alors le témoignage d'Audrey, il est super riche. La raison pour laquelle on a décidé d'interroger l'EHPAD de Comines, c'est que c'est un EHPAD qui n'était pas parti sur cette thématique de travail initialement. Ils ont organisé un vrai groupe de travail lors du remplissage de l'autodiagnostic et lors de la rédaction du plan de prévention. Et c'est lors de ces échanges-là entre professionnels, entre référents, avec l'ESPREV, en fait, où on a permis justement de détacher cette thématique-là qui ne se détachait pas initialement, puisqu'elles sont 2 ergos sur une grande structure, elles ont beaucoup de temps de présence, elles font beaucoup de choses en termes de prévention des chutes et penser du coup un petit peu par acquis du quotidien que en fait la contention, il n'y avait finalement pas de souci. Et c'est en discutant ensemble qu'on s'est aperçu qu'il y avait de vrais axes de travail. Concrètement, c'est vraiment l'intérêt de l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que la co-construction. Alors, le mot, il parle à tout le monde, il n'est pas bien compliqué. Concrètement, ensemble, construire, mener, on parle d'entasser des par-couches pour construire quelque chose. On va vraiment être du coup sur une démarche collective, mais aussi sur une démarche équitable, où chaque parole a du sens. Il n'y a pas une parole qui a plus de sens que l'autre. Et c'est vraiment l'objectif de la co-construction du projet, mais c'est surtout d'avoir des actions qui sont adaptées aux besoins de l'établissement et surtout des besoins qui sont exprimés, qui ont été pensés, qui ont été réfléchis collectivement. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que du coup, dès le début, l'autodiagnostic a engagé l'établissement et a valorisé déjà ce qu'ils avaient déjà en termes d'expérience, en termes de compétences, pour justement s'appuyer dessus pour construire ce plan d'action qui ne vient pas de nulle part en fait. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que parmi les établissements avec lesquels on travaille, on a un petit peu ce retour parfois lors des feedbacks d'action, de points de mi-action, de moments où ils nous disent « Ah bah là, on a travaillé sur un projet, on vient de finir notre certif ». Et en fait, on se dit, mais mince, pourquoi on n'a pas travaillé ensemble sur ce sujet-là, en fait, puisqu'on avait des outils, on avait déjà travaillé sur certaines choses avec d'autres établissements où ils nous ont dit que certains projets leur avaient pris beaucoup de temps et on s'est dit peut-être qu'on aurait pu, nous, leur offrir ce temps-là pour d'autres outils. Et on se dit, l'idée quand même de l'ESPREV, c'est de ne pas arriver de nulle part dans cet établissement, mais de se dire, OK, est-ce que l'établissement aussi peut nous appeler, nous, juste en termes de besoins, même si parfois ça sort du plan d'action ou juste parce que ça fait partie de leur réflexion. Donc ça part vraiment de ça. Ça part vraiment de ce besoin d'avoir une expression des besoins qui soit mutuelle, nous en termes de ressources, en termes de lieux, de temporalité, d'organisation, mais aussi eux du coup en termes de contenu. Et aussi cette remarque qu'on se fait très souvent en formation, en sensibilisation, c'est le besoin de valorisation et de sens des pratiques au niveau des équipes. Et en fait, les établissements sont en mesure de nous dire ça, mais parfois pas. Nous, on sort de formation et en fait, on a des équipes avec qui finalement, on a passé une grosse partie de la sensibilisation à écouter leurs expériences, leurs études de cas de résidents, des moments qui posent question pour justement les relier à la théorie. Et en fait, c'est aussi ça, c'est de mener des projets qui soient porteurs de sens pour tous les acteurs de l'établissement, que tout le monde s'y sente intégré et pas qu'on se sente un peu juste je dois aller à une formation, on m'a dit d'y aller, donc je vais y aller. Mais non, cette formation, elle a un but, elle a un sens pour moi, elle répond à une demande qui émane de ma part parce que je pense que je peux avoir des compétences supplémentaires sur la contention ou parce que j'ai envie qu'on ait des réunions plus régulières sur cette thématique. Aussi, une chose que nous, on voit sur des temps de sensibilisation, c'est des ressources qui existent déjà
en interne et qui sont méconnus. C'est les atomes volants des EHPAD qui ont des formations en hypnothérapie, en aromathérapie, en communication bienveillante. Et en fait, on ne le sait pas forcément. Et des fois, on fait appel à des équipes extérieures, à des professionnels extérieurs, alors qu'en fait, on a des ressources en interne qui existent et qui demandent aussi qu'à être intégrées parfois à des projets existants. C'est aussi pour ça qu'on vous développe cet atelier sur la co-construction des projets de prévention, qui paraît être assez banal, mais en fait, quand on se penche un peu sur le sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de méthodes et d'outils à développer, parce qu'on verra, il y a aussi pas mal de freins qu'on va pouvoir noter sur la co-construction. La co-construction, du coup, on peut la faire tout au long. Avant, c'est avec du coup l'autodiagnostic que l'on aura fait ensemble. Donc l'autodiagnostic, il y a deux façons de faire. Soit l'EHPAD le fait de manière autonome, ou ils peuvent également aussi nous appeler pour qu'on les accompagne à remplir cet autodiagnostic. Il y a aussi la création du coup de groupes et notamment de référents, puisque pour que nous on puisse avoir un référent ou des référents à qui s'adresser auprès des établissements. Pendant du coup la co-construction, ça va être surtout du coup l'information, que ce soit auprès des agents, auprès des proches et des résidents. On va aussi faire du coup des points réguliers, notamment du coup avec les référents pour voir si ça va de leur côté, du nôtre, et puis essayer d'améliorer les choses et intégrer du coup tous les acteurs dans les actions. Et après, on va être sur l'analyse du coup des résultats, des réunions de bilan et pourquoi pas aussi des boîtes à idées. C'est pas parce qu'une fois qu'on est intervenu que tout est terminé sur cette thématique. Donc pourquoi pas mettre en place les boîtes à idées pour continuer sur ces thématiques avec du coup les idées qui émergent directement dans les établissements. La co-construction, c'est vraiment un enjeu. Ça va permettre de construire des collaborations donc étroites et dynamiques. Le but est qu'avec les EHPAD et les ESPREV, on essaie de faire un soutien accessible et efficace à tout moment. On a mis en valeur du coup quatre grandes thématiques: l'approche ciblée, l'accès aux informations, le fait de renforcer l'impact et de se valoriser mutuellement. Alors pour les détailler un peu, mais je vois qu'il y a des photos pour ceux qui veulent. Le diapo, il sera disponible à la fin, puisqu'il est un petit peu chargé. Pour développer un petit peu les thématiques, pour la partie approche ciblée, il y a tout ce qui est vraiment avoir des approches qui soient surtout réalistes. Déjà, d'une part, en prenant en compte les contraintes des établissements, qu'elles soient en termes de temps, en termes de nombre d'agents, et aussi pour nous de comprendre ces contraintes-là et de proposer quelque chose qui soit réaliste, parce qu'il y a des plans d'action très beaux, mais en fait qui ne sont pas trop réalistes. Et du coup, c'est quand même au détriment de ces plans d'action. Donc, partir déjà de ça, c'est aussi avoir des plans d'action qui intègrent l'ensemble des acteurs pour aussi que les acteurs aient cette adhésion, accroître en fait la motivation à venir aux actions, à participer à des groupes de travail. Alors, des fois, on sait qu'il y a des établissements où il y a déjà des groupes de travail existants sur des thématiques. Parfois, il faut créer ces groupes de travail et aussi, on va du coup sensibiliser dans les temps de formation certains acteurs qu'on sent peut-être plus intéressés par les thématiques à dire est-ce que vous ne voulez pas participer à un groupe de travail avec nous? On a envie de développer telle chose, c'est un projet qui est en cours, peut-être que vous pourriez vous y greffer. Donc ça, c'est des idées aussi qui permettent d'impliquer aussi les équipes. L'idée aussi, c'est d'améliorer la compréhension mutuelle entre tous les acteurs, et c'est là où j'élargis. Tous les acteurs, ça veut aussi dire tous les professionnels internes des établissements. On est aussi face des fois des équipes qui sont revendicatrices de projets qui n'ont pas été menés à terme, de commandes qui n'ont pas été faites, de choses très factuelles finalement, tout simplement parce qu'il y a un manque d'informations sur les enjeux de chaque partie en fait. Donc c'est aussi ça, c'est de permettre d'avoir des échanges qui permettent de mieux comprendre pourquoi ce projet il n'a pas été mené à terme, qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué, est-ce que le projet était peut-être pas assez ficelé, pas utile, est-ce qu'il y a une enveloppe financière qui n'a pas été... Voilà, l'idée c'est un peu de transparence aussi dans ces informations-là pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas et surtout pourquoi elles peuvent fonctionner en fait. Les projets porteurs de sens, on y vient beaucoup, mais on insiste
beaucoup, nous, sur notre Esprève aussi, à valoriser les équipes qui ont vraiment besoin aussi qu'on appuie sur ce qu'elles savent déjà. On en reviendra un petit peu là-dessus sur les leviers d'action, mais avant d'arriver avec des connaissances, peut-être aussi valoriser l'acquis, ce qui se fait déjà, ce qui existe déjà, parce que Dieu sait qu'il existe des choses. C'est peut-être juste parfois de créer des ponts, en fait, entre différentes compétences, d'ouvrir les discussions et de permettre à chacun de libérer sa parole. C'est aussi favoriser l'innovation et la créativité. On a pour habitude de dire aux EHPAD, quand ils remplissent leur autodiag, permettez-vous d'écrire vos projets les plus fous sur des thématiques données, des exosquelettes, des pièces entières de sport, peu importe, écrivez vos projets les plus fous, parce qu'en fait, nous, ça nous donne aussi la mentalité, là où ils veulent aller, en fait. Est-ce que c'est des besoins de matériel, de temps, de disposition? Et en fait, on a envie de savoir quel est le max pour eux, justement. Et puis parfois, on est étonné parce qu'il y a des projets qui ne sont pas si fous que ça et qui peuvent rentrer dans des appels à projets, dans des inter-EHPAD, dans des collaborations avec d'autres acteurs. Et c'est là où justement, on peut offrir cette visibilité extérieure à l'EHPAD pour dire ça, c'est peut-être pas si fou que ça, en fait. Et aussi, c'est d'assurer la pérennité des actions, puisque le souci, c'est aussi de pouvoir mettre toutes ces actions en lien et qu'elles aient une cohérence dans le temps, qu'elles mènent quelque part surtout, mais qu'on puisse aussi déterminer ensemble si ces actions... on a des indicateurs qui nous permettent de dire que ces actions ont fonctionné. Donc là, en termes d'outils, on pourra parler peut-être des questionnaires d'évaluation, des évaluations aussi internes de l'établissement. Et ça, c'est aussi à discuter avec les établissements, quels sont leurs indicateurs de réussite à eux, qui font aussi qu'on va pérenniser les actions dans le temps. Accompagnement, vraiment. En fait, EBSREV n'a pas fait que nous former sur la contention, mais nous a aidés sur tous les groupes de travail. En fait, on était vraiment très mauvais sur la contention. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de protocole, ou alors vraiment très vieux. Et on a tout remis à plat. On a été accompagnés sur des groupes de travail pour faire des protocoles qu'on a fait ensemble. On a eu des documents en fait, qui nous ont amenés pour pouvoir justement être bons au niveau de la mise en place de la contention, savoir réfléchir pourquoi on la met en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place d'eux, et avoir les bénéfices, les risques de la contention. On a travaillé là-dessus, on a aussi fait une feuille de suivi. Et on a renouvelé le suivi mois après mois pour voir qui avait encore besoin de cette contention ou pas. On a été faire de la communication, on a intégré les professionnels dans la contention. On leur a dit qu'est-ce qu'il fallait surveiller quand on met en place une contention. Parce que c'est pas le tout en fait de faire clic derrière la ceinture et puis d'après c'est tout en fait. Oh, je suis soulagée, en fait elle va pas tomber. Mais non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a tout un suivi de cette personne parce que cette personne elle n'est pas là toute seule dans sa chambre contentionnée. Le regard sur la contention en fait, parce qu'on avait beaucoup de difficultés justement à se poser et à prendre... à voir ensemble si on la mettait ou si on ne la mettait pas. Et là maintenant on a tout un processus, on doit vraiment se poser, se dire voilà, cette dame, souvent c'est la chute, on va pas se cacher, cette dame elle chute à répétition, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et quelles sont les alternatives et quels sont les bénéfices, quels sont les risques. Et une fois qu'on a fait tout ça, et on arrive à est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas, est-ce qu'on est d'accord. Et souvent c'est en équipe pluridisciplinaire qu'on fait ça. Donc du coup en fait on a le regard de tous. Et là on se dit que alors si on arrive à oui on la met, qu'est-ce qu'on met comme contention ?
moi j'ai été enchantée de travailler avec l'EPSRED parce que vraiment c'était une équipe formidable, dynamique et tout ça. Les formations en fait, c'était juste trop bien parce que moi j'ai été intégrée à l'équipe de formateurs. Donc du coup au même titre que les formateurs, j'étais à côté et puis je menais à bien tout ce qui était matériel et tout ça. J'avais un item. Après travailler avec eux, c'était aussi on avait une question justement, hop, on arrivait et puis on avait tout de suite la réponse. On collaborait en mail, au téléphone pour dire d'avancer sur les groupes de travail. On les a intégrés au groupe de travail, on les a intégrés aussi par la suite aux validations de protocoles. Ils ont été relus et tout ça et ils nous ont jamais lâchés en fait tout le long de la collaboration et on continue encore maintenant parce que on les invite dans les groupes de travail que nous on a déployé nos ailes, on est reparti sur nous en tant qu'EHPAD à travailler tout seul, mais on les a quand même intégrés pour qu'ils voient un peu comment on évolue. Ils nous ont lâché la main, mais pas tout à fait en fait. Donc du coup, on est content de garder ce lien avec EPSRED. Du coup, là, ce qu'on va vous proposer, de sortir vos smartphones pour faire un atelier de co-construction ensemble. L'idée ici est de se mettre un petit peu à la place d'un professionnel, ou d'une personne, d'un acteur auquel vous n'êtes pas. Donc, on va diviser la salle en 4, pardon. Donc, ici avec les escaliers et ensuite là, au niveau des toilettes. Et on va vous demander du coup de réfléchir sur la thématique contention dans un rôle particulier. Donc, en haut, là-haut, à gauche, vous serez les proches et les résidents. Ici, en bas, du coup, les professionnels du coup, internes à l'établissement. Donc, n'hésitez pas aussi à penser à d'autres professions sur lesquelles vous n'êtes pas. Donc, si par exemple, vous êtes ergothérapeute, mettez-vous peut-être à la place d'une direction. Ici, on va être sur les personnes du coup, extérieures à l'établissement. Donc, tout ce qui va être équipe mobile, les personnes libérales. Et enfin, tout en haut, on va être sur les SPREV. Donc, on vous laisse remplir dans la bonne catégorie que l'on vous a citée ce que vous pouvez mettre en place sur la thématique des contentions par rapport à l'acteur donné. Ça marche pas? Alors, attendez, on va regarder si tout est OK. Est-ce que c'est bon? Oui, je vois des réponses. Ah, je vous remets le QR code. Tu peux remettre le QR code, on ne voit pas.
Vous pouvez mettre des petits cœurs sur les propositions si vous êtes d'accord avec certaines, parce que je vois qu'il y en a qui se répètent parfois. On va reprendre du coup rapidement ce qui a été dit. Alors, on va commencer du coup par je suis résident ou proche. Donc, il y avait l'idée de café débat, de faire de l'information visuelle. Donc, ça, je suppose sous forme d'affiches, de flyers, des choses comme ça. Donc, le café des familles, café débat, on ne va pas revenir dessus. Oser demander, en effet, hein, nous, on parle de pourquoi pas proposer aussi des témoignages. C'est autant demander directement aux personnes qui sont concernées ce qu'ils ressentent. Les intégrer à un groupe de travail, en effet, hein, on peut les intégrer. Travailler sur le livret d'accueil pour le résident et la famille, faire des communications par mail, faire des réunions d'échange entre les résidents, les proches et l'équipe d'EHPAD pour aborder la contention. Travailler sur la liberté d'aller et venir, travailler du coup sur la contention lors du CVS, intégrer du coup dans le groupe de parole, des réunions d'information, faire remonter les questionnements, des accords écrits et oraux des résidents et des familles pour la contention. Pas de contention pendant les repas, donc ça après c'est à voir en fonction de chaque institution. Prendre part au CVS, groupe de parole, création de groupes résidents, familles, professionnels, étant écouté grâce à mon vécu au quotidien dans les EHPAD, participer au projet de soins, être intégré à un groupe de travail avec le personnel, information sur les contentions, comprendre les risques, en écoutant mon avis. Atelier prévention chute pour éviter la contention, plus d'informations, affichage, être intégré dans les réunions, les CVS, prendre part au projet personnalisé pour contribuer à la surveillance et travailler en collaboration avec les kinésithérapeutes. En effet, hein, les atouts des proches et des résidents, c'est qu'ils sont concernés. Il faut surtout essayer de les intégrer au maximum hein, dans les projets. Donc, comme ça a été dit, dans des groupes de travail, dans des groupes de parole, pour comprendre leurs besoins et leurs envies sur cette thématique. Au niveau ESPREF, du coup, il y avait réalisé une affiche de poste référent, analyser l'autodiagnostic, faire un accompagnement d'un groupe de travail, communiquer avec l'ensemble des acteurs, apporter des outils, s'assurer de l'existence de protocoles, proposer des sensibilisations aux équipes, connaître l'existant, valoriser ce qui est fait et proposer à l'équipe, à un groupe de travail, une réflexion commune sans censure,
Vérification de l'existant, mise en place de procédures, matériels, moyens, etc. Création de groupes de travail sur la thématique avec les différents acteurs de l'EHPAD. Nommer un référent, relecture du protocole, évoquer les recommandations et bonnes pratiques, inclure l'ensemble des professionnels dans l'accompagnement et la surveillance de la contention et le bilan de l'existant. En effet, comme ça a été dit, les SPREV, on va vraiment se baser sur l'existant, les besoins internes de chaque établissement. Et nous, on va être là pour les aider sur ce dont ils ont besoin, pour les accompagner. Donc, les accompagnements ne sont pas les mêmes d'un établissement à l'autre, puisque tout le monde n'a pas les mêmes besoins. En tant que professionnel interne de l'EHPAD, donc des sensibilisations flash par les référents des groupes de travail en collaboration avec les SPREV, des créations d'outils de communication, des groupes de travail, des sensibilisations de tous les différents acteurs sur la contention, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, des infographies à donner en préadmission, des groupes de travail et création d'outils, des évaluations mensuelles des chutes en équipe pluridisciplinaire, des alternatives pour limiter les contentions, des discussions en équipe, des commissions contention, des groupes éthiques inter-EHPAD, des transmissions des savoirs entre les collègues, organiser des groupes d'évaluation hebdomadaire des contentions en cours, des cafés-débats également, un suivi d'un protocole de mise en place des contentions, sensibiliser à la liberté d'aller et venir auprès des équipes et rappeler les questions éthiques sur la liberté versus la sécurité, sensibiliser sur les risques de la contention, informer les rédactions pluridisciplinaires des protocoles, mettre en place des ateliers, utilisation du simulateur de vieillissement. La contention doit être prescrite par le médecin traitant. Afin d'obtenir cette prescription, lui communiquer l'analyse des bénéfices-risques faites par équipe, proposer des activités, des réévaluations mensuelles, des décisions collectives sur le choix de supprimer ou non une contention, intégrer les proches et familles, présentation des recommandations de bonnes pratiques, évaluer l'ensemble des contentions de l'établissement, déterminer les causes à l'origine de la contention, veiller à la mise en application des protocoles, des flyers, de la construction collective, des évaluations hebdomadaires, des informations auprès des résidents et des familles, des diffusions de protocoles et des prescriptions médicales. En effet, l'atout de la résidence, des professionnels internes à la résidence, c'est qu'ils connaissent leurs résidents et du coup, ils vont pouvoir se baser de leur expérience pour proposer toutes les choses qui ont été dites. Et pour terminer, du coup, les professionnels externes à l'EHPAD, donc participation active aux différents groupes de travail, réflexion sur les alternatives, création de questionnaires à destination des professionnels de santé de l'EHPAD, évaluer l'état de santé du résident, proposer une démarche d'évaluation, proposer des alternatives, des transmissions, point de vue extérieur, regard nouveau sur les pratiques du quotidien, les intégrer pleinement au groupe de travail, parler de la liberté d'aller et venir, mise en place de fiches explicatives sur la bonne utilisation des contentions, mise en place d'une évaluation commune, faire des temps d'échange, des évaluations initiales, évaluations régulières, pluridisciplinaires, demander le consentement de la personne et des familles, faire des temps d'échange, faire des affichages, avoir un regard extérieur neutre, avoir des temps d'échange et proposer également la création de supports pour les professionnels libéraux et une réflexion éthique. Donc, comme on disait tout à l'heure, se baser de tous les forces qu'ont les différents acteurs pour avancer ensemble. Merci pour vos idées, parce que du coup, on va les récupérer. Si ça vous intéresse, peut-être qu'on fera une extraction des réponses, puisque en fait, ce qu'on vient de faire, c'est de la co-construction. L'idée, c'était de montrer en application concrète, et aussi par le biais d'un outil qu'on a noté à la fin du support, puisqu'il existe plein d'outils. Ça me permet du coup de pouvoir faire la transition avec vous sur les limites, parce qu'évidemment, quand on parle de co-construction, il y a toujours
plein de limites qui arrivent et souvent la première, et c'est celle qui revient tout le temps, on n'a pas le temps. La limite, la contrainte de temps, on sait que c'est une donnée très complexe dans les institutions, dans la vie d'ailleurs. La notion de temps, c'est celle qui revient très souvent. Ça, effectivement, ça peut ralentir le processus du projet de prévention. Ça peut aussi créer de la frustration, c'est ce qu'on retrouve souvent auprès des équipes, cette frustration liée à la notion de temps, de manque de temps ou de temps que prennent certaines choses à se mettre en place. Ce qui est aussi divergence d'intérêts et d'opinions, c'est qu'en fait, quand on a des grandes institutions, on a forcément plein d'avis, plein d'opinions différents, et c'est là où ça va être parfois complexe, puisqu'il y a forcément des positions contradictoires qui vont se mettre en place, et ça tombe bien parce qu'on parle de contention, et c'est souvent le cas quand on est sur les réflexions autour de la contention en termes de balance bénéfice-risque. Des fois c'est clair, des fois ça l'est beaucoup moins, et ça alimente des discussions. On en parlait ce matin, c'est pas des discussions qui se prennent en 5 minutes, ça peut prendre beaucoup de temps, le temps que toutes les expressions de besoin se fassent sentir. On va avoir les engagements variables, ça fait aussi partie de tous les établissements. On n'est pas tous engagés de la même manière, ni dans toutes les thématiques, et c'est ok, tout ne nous intéresse pas, mais il y en a que ça intéresse parfois plus, donc c'est des bons moteurs de projet, et ensuite c'est aussi trouver comment on peut intéresser ceux qui le sont peut-être moins. On va avoir tout ce qui est complexité organisationnelle, parce que forcément, sur tous les types d'EHPAD qu'on a, on a des EHPAD très différents en fonction des regroupements, des fonctionnements hospitaliers, des fonctionnements privés. On n'a pas du tout affaire aux mêmes contraintes organisationnelles, et ça demande vraiment une vraie écoute et une vraie compréhension pour pouvoir vraiment comprendre les responsabilités de chacun et l'organisation. En limite, on va avoir tout ce qui est manque de formation ou de compétences spécifiques. On retrouve ça sur la contention. Nous, on a eu le cas de certaines thématiques sur la contention, notamment sur des recommandations, sur des usages de matériel. Donc ça, encore une fois, ça va passer dans notre autodiagnostic. Qu'est-ce que ça donne en termes de besoins de formation? Qu'est-ce qui émane de la part des équipes? On va retrouver aussi le risque de dilution des responsabilités. Parfois, c'est un peu tout le monde qui gère un peu tout. Et du coup, en fait, on n'a pas vraiment de porteur de projet. Et quand il faut s'adresser à quelqu'un, on a parfois des difficultés. Et de ce fait, les équipes ne savent pas aussi à qui s'adresser pour faire appel à leurs attentes et besoins. La gestion des ressources, on revient à la notion de temps, mais là du coup avec l'aspect plutôt moyen, financier, humain, avec du coup parfois des actions qui sont limitées. Et aussi les limites liées à la culture institutionnelle. En fait, c'est une vraie maison, donc chaque EHPAD a une façon de réfléchir, une façon de fonctionner, et parfois on a des équipes qui peuvent être un petit peu plus embêtées à l'idée de changer certaines organisations, ont peut-être peur du changement, et ça demande aussi des vraies réflexions en équipe pour comprendre justement quels sont les obstacles auxquels on fait face avec les équipes. On vous présente du coup la capsule vidéo et on essaiera de conclure avec vous rapidement. Je suis désolée, on finit un peu plus tard. Déjà, c'est de se remettre en question, d'amener tout le monde, tous les référents contention, en fait, de les amener après la formation, à intégrer des groupes de travail et après à redonner tout ce qu'ils avaient appris au niveau de leur service, parce qu'on est quand même un gros EHPAD, donc il faut que chaque référent en fait vienne après dans son service donner les informations, voir les protocoles, voir les suivis, et puis être là pour dire voilà, cette petite dame en fait, je vois que elle a bien récupéré. Est-ce qu'on pourrait pas voir ensemble si on ne pourrait pas retirer la contention? Alors ça
c'était toute une partie en fait qu'on a beaucoup discuté. Parce que en fait, l'équipe arrive avec la contention où c'est aussi les familles qui arrivent avec la contention. Et on a eu une grosse discussion sur justement l'implication des familles. Et dans la mise en place de la contention, dans le suivi de la contention, en fait, à chaque fois, la famille est informée. Et on s'est même dit qu'on allait aller beaucoup plus loin, on allait faire des flyers pour mettre, pour justement leur indiquer le bénéfice, le risque, le droit aussi à la chute, parce que c'est aussi un risque, une chute, mais il y a le droit à ce risque et que la contention, c'est pas la solution à tout. Donc du coup, on a travaillé aussi avec EBSREV sur l'intégration des familles, leur faire part de ce qu'on faisait à l'intérieur de l'établissement. Et là, on est encore en cours parce qu'on va bientôt faire un café-débat où les familles seront intégrées à ce café-débat et où ils viendront discuter au droit au risque et à la contention. Alors, les professionnels de l'EHPAD en fait se sont pris au jeu et vraiment ont pris à cœur leur rôle de référent au niveau de la contention. Et c'était bien parce qu'on avait vraiment un groupe qui était homogène avec toutes sortes de professionnels. Il n'y avait pas que les soignants. On a été jusqu'à à amener tout le monde pour travailler sur le protocole, sur les différentes contentions, sur le choix du matériel qu'on pouvait aussi avoir, parce qu'on a changé de matériel entre-temps, grâce à EBSREV qui nous a ouvert les yeux par rapport à certaines contentions qui n'étaient pas vraiment au niveau déontologique, quelque chose qui n'était pas bien pour nous. Et on a réussi aussi à intégrer notre SIAD pour avoir des protocoles spécifiques parce qu'à domicile en fait on est seul face à la contention, on est seul face au risque de chute et du coup en fait le SIAD s'est bien intégré aussi pour faire un protocole à eux et pour faire un suivi à eux. Alors, ce qui est formidable avec Audrey, c'est qu'on lui demande les freins et elle nous donne tout de suite les leviers. Donc, bon, il y a évidemment beaucoup de freins, mais ce qui est formidable avec des personnalités comme Audrey, c'est que justement, elle avait bien saisi certains freins et elle s'est tout de suite dirigée sur les leviers qu'il y avait à disposition dans l'établissement et hors de l'établissement pour pouvoir poursuivre les actions. On en revient à cet intérêt de co-construction, mais en fait, c'est très puissant comme façon de travailler et on peut aller très loin comme ça. Mais forcément, c'est un équilibre à trouver. Ça demande beaucoup de flexibilité de la part de tous les acteurs qui vont entrer dans ce projet-là. Du coup, on a décidé tout simplement de reprendre ces freins qu'on avait notés ensemble et de trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement pour faire preuve d'un peu de flexibilité et trouver des leviers d'intervention. Alors, on avait parlé tout à l'heure des contraintes de temps. Ce qu'on a mis en lien avec ça, c'est tout ce qui est en fait la prévision, des plannings prévisionnels à mettre en place, avoir aussi des modalités flexibles. Là, on parle quand même d'un EHPAD qui a pu détacher des agents une journée entière de formation sur la contention. C'est pas le cas de tous les établissements, c'est pas possible dans tous les établissements et c'est ok, c'est juste comment est-ce qu'on peut trouver d'autres modalités pour proposer des choses, comment est-ce qu'on peut s'adapter à l'existant pour qu'on puisse quand même aller au bout de notre plan d'action. Le fait de déléguer, elle en a parlé avec la mise en place de relais, de référents internes à l'établissement, de se baser aussi sur ce qui existe et d'identifier aussi ce qui est prioritaire avant toute chose pour pouvoir avoir une démarche un peu à entonnoir en fait. On part du large et puis on va prioriser au fur et à mesure pour aller vers du plus précis. Alors évidemment, il y a plein de choses, on n'a fait qu'une petite liste. Pour les divergences d'intérêts, surtout vis-à-vis de la contention, on a trouvé que ce qui était important, c'est vraiment d'avoir des espaces de dialogue et d'échange. C'est ce qui manquait parfois dans certains établissements, notamment dans celui-ci, c'est d'avoir des vrais temps de discussion d'équipe où tout le monde peut donner son point de vue. Alors, c'est pas toujours évident, surtout quand on donne son point de vue avec des collègues de travail avec qui on travaille tous les jours. C'est pas toujours évident de pas être d'accord. C'est là
là aussi où il y a des outils qui sont assez intéressants. On vous a montré WooClap, ça donne quand même l'occasion d'un certain anonymat dans la façon de mettre en place, mais il y a aussi des personnes qui peuvent se faire médiateurs de discussion. Il y a aussi des acteurs externes, hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est des visions un peu plus neutres. C'est le cas de l'ESPREV, c'est le cas d'autres équipes mobiles qui peuvent vraiment justement driver un petit peu ces groupes de travail, mener les discussions, essayer de rétablir les dialogues. En termes d'engagement variable, c'est aussi d'avoir des communications régulières, claires et transparentes, hein. On a des fois le souci, nous, à l'ESPREV, d'avoir des fois des groupes de formés avec des gens qui ont été un petit peu recueillis dans le couloir 1 heure avant pour venir à la formation. Alors, ce qui est super pour qu'ils bénéficient de la formation, mais du coup, en termes d'engagement et de motivation, c'est parfois un petit peu compliqué d'être pris au dépourvu et d'arriver sur une formation comme ça, au milieu de nulle part. C'est aussi là où on va pouvoir créer des outils de communication, par exemple des affiches avec les dates de formation, peut-être des modalités d'inscription, des lettres d'information, pour qu'aussi chacun puisse s'adapter et vraiment être partie prenante dans ces actions-là. Les complexités organisationnelles, c'est aussi là l'intérêt de tout ce qui est groupe de travail aussi, les comités de pilotage, les rôles et responsabilités de chacun, qui fait quoi, à quel moment, pourquoi, les outils, les plateformes aussi centralisées. On a de la chance maintenant, on a une palanquée d'outils informatiques pour pouvoir stocker du document. Pardon, mettre du temps, j'en ai pour 5 minutes. Merci. Et surtout les réunions feedback pour tous les acteurs. Par exemple, les réunions feedback de témoignages de résidents et des proches, parce qu'en fait, on fait souvent des temps de sensibilisation, formation aux équipes par d'autres professionnels, mais en fait, c'est aussi vachement bien quand les résidents et les proches témoignent eux-mêmes de leur propre vécu, que ce soit sur la contention, sur la douleur, sur la nutrition, et en fait, c'est encore beaucoup plus parlant pour les équipes. On va avoir aussi tout ce qui est manque de formation, hein. On l'a mis en gras parce que c'est important pour nous, mais c'est vraiment la valorisation de l'acquis, de se baser sur ce qui est déjà fait, sur ce qui se sait déjà, pour essayer d'aller petit à petit vers ce dont ils ont besoin, soit en termes de formation forcément, mais aussi en termes d'ateliers de prévention, parce qu'on sait maintenant, hein, grâce à plein de modalités comme les neurosciences, que quand on pratique les choses de façon expérientielle, on retient mieux et ça marche mieux. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'au niveau pédagogique, on s'oriente de plus en plus vers les simulateurs de vieillissement, les jeux de rôle, des choses très collaboratives où on vit les choses soi-même. Les dilutions de responsabilités, hein, les coordonnateurs, les responsabilités, on va pas revenir là-dessus. La gestion des ressources, encore sur les priorisations, mais aussi sur la mise en commun des ressources, soit de façon inter-EHPAD, soit avec d'autres structures, soit avec des projets, des appels à projets, etc., sur lesquels on peut aussi se greffer. Et les limites liées à la culture institutionnelle, c'est aussi encourager tout ce qui est interdisciplinarité, en fait, travailler ensemble, tout simplement, et aussi présenter ce qui marche, parce qu'on dit souvent ce qui marche pas, mais en fait, il y a plein de choses qui marchent. Et on a cette chance, nous, les ESPREV, d'être sur un grand territoire et sur la région, et de se parler entre ESPREV, et de aussi savoir ce qui fonctionne. Et ça pourrait être très chouette aussi d'avoir des retours d'EHPAD sur ce qui fonctionne chez eux, ce qui marche bien, comment ils l'ont mis en place, avec quels outils et selon quelle démarche. Pour exemple, on a un EHPAD qui a changé toute son organisation horaire pour les équipes, pour que les équipes aient plus de temps personnel et une meilleure organisation et plus de temps de formation. Ça leur a demandé presque 1 an de projet, hein, de mise en place, de groupes de travail, de réflexion. Et en fait, on se dit que si ça peut être bénéfique à d'autres établissements, c'est vraiment ça de prix. Rapidement, on va revenir sur les outils. Donc, il y en existe plein, notamment des outils de communication, de partage, donc tout ce qui va être Google Drive, Microsoft Teams, etc. Des outils pour évaluer, des outils de travail de collaboration, comme on a fait donc avec WooClap ou Miro, qui sert à faire des cartes mentales et des choses interactives. Des outils de documentation, donc des plateformes comme par exemple un Padlet, des stratégies de renforcement collaboratif, donc pour mixer les acteurs, et aussi des outils pour les résidents, pour les proches. Donc on a entendu beaucoup parler d'outils visuels, mais aussi des boîtes à idées, des cafés-débats, des échanges, etc. Juste pour terminer, on va écouter du coup la dernière vidéo d'Audrey, et à la fin vous aurez un QR code avec le support si vous souhaitez avoir le support.
fait, l'autodiagnostic que nous on a fait avec Upsprev, en fait, a révélé 2 thématiques qu'on ne pensait pas tellement importantes. Et que finalement, en fait, c'était vraiment l'hygiène bucco-dentaire. En fait, on n'y pense pas vraiment, on se lave, mais c'est une petite partie de notre corps. Et la contention, en fait, c'était quelque chose qu'on mettait par automatisme suite à des chutes multiples. Et on n'y pensait plus après. Et c'était vraiment quelque chose qu'on s'est dit, mais oui, il y a quelque chose là. Il faut vraiment y aller. Et c'est cet autodiagnostic qui a révélé ça. Donc, du coup, moi je dirais aux autres EHPAD de le faire, de se pencher dessus, et puis vraiment d'aller voir l'équipe et d'en discuter avec eux parce que c'est qu'un plus. Il n'y a rien à retirer de cette expérience. Continuer ce lien, garder ce lien, la moindre question, la moindre interrogation, ne pas hésiter à demander, parce qu'en plus ils sont très à l'écoute, et aussi au moment du rapport d'activité que tous les EHPAD doivent faire, pourquoi pas envoyer la partie de la thématique qui a été travaillée pour voir les avancées sur l'année, et puis garder ce lien dans cette partie-là. Ou alors aussi changer de thématique, refaire une auto-évaluation, et puis là voir que là on est bon, mais finalement l'autre thématique on sera un petit peu moins bon, et puis comme ça on avance, et c'est comme ça qu'on devient les meilleurs.